Moitié d'âme, chronique des 5 trônes, par Anselme Hochkorn, aux éditions Gulfstream. Chapitre 2. Liutgarde. Liutgarde se leva de méchante humeur. Elle était bouleversée. Ce cauchemar l'avait retournée jusqu'au tréfonds d'elle-même. Ce n'était pas le premier songe étrange qui empoisonnait ses nuits. Dernièrement, d'autres rêves bizarres avaient troublé son sommeil. Aucun, en revanche, n'avait été aussi sinistre. La voix méprisante de la fée continuait de résonner à ses oreilles. Liutgarde ne restait jamais passive. Elle avait la fougue de ses 18 ans. Son mariage arrangé, aussi bref que dévastateur, lui avait dégrossi l'esprit. Le cynisme de sa famille l'avait dépouillé de ses illusions comme de sa timidité. Désormais, quand une situation lui déplaisait, elle agissait. Ses cauchemars récurrents la préoccupaient de par leur violence et leur réalisme. À peine retirait-elle sa tunique de nuit qu'elle eut une intuition. Elle situa la date à laquelle ses songes avaient débuté. Elle avait connu des nuits agitées dès que la caravane avait quitté la forêt, où ses compagnons et elle avaient coutume de vivre de chasse et de cueillette. Du jour où leur roulotte avait fait route à travers les contrées sauvages, en direction du sud, son esprit n'avait plus connu la paix. Elle n'avait cessé de rêver à la forêt, de s'imaginer perdue entre ces troncs titanesques, seule pour chasser par une bête. Cette forêt enneigée, c'était celle où ses amis nomades et elle avaient l'habitude d'errer coupés du monde. Liutgarde la détestait. Elle ne supportait plus d'y vivre dans la misère. Elle avait persuadé Rollon de quitter ce lieu pour rejoindre des cieux plus cléments. Et pourtant, cette forêt, la Silveraie, semblait la poursuivre de sa malédiction. Le jour, les roulottes s'éloignaient de ses neiges et de ses troncs. La nuit, cependant, Liutgarde en restait prisonnière à travers ses songes. Cette terre maudite se vengeait d'elle, car ce départ pour le sud, c'était son idée. Rollon, lui, y était farouchement opposé. Il avait fallu le convaincre. Rollon craignait la civilisation. En raison d'une vieille affaire de mégerie, il était recherché. Quel crime avait-il commis? Le Meige lui avait juré qu'il n'avait tué personne. Mais alors, pourquoi s'était-il exilé si loin et si longtemps? Et pourquoi avait-il choisi cette abominable forêt de l'extrême nord? Cette forêt glaciale n'était pas une taïga ordinaire. Il subsistait en elle une étincelle de la mégerie des premiers âges. Entre ces troncs millénaires s'écroulaient les ruines d'un royaume fée. D'ailleurs, cette contrée dévastée portait encore son nom archaïque. Avec un respect mêlé de crainte, les voyageurs continuaient de l'appeler la Silveraie. C'était ce nom, la Silveraie, qui avait dissuadé les ennemis de Rollon de l'y poursuivre. D'effroyables rumeurs couraient à son sujet, et une réputation qu'aucun Meige saint d'esprit ne mettrait à l'épreuve. Quel que soit le crime de Rollon, 6 années d'exil sur ce territoire hostile représentaient un châtiment disproportionné. Liutgarde lui avait mis en tête qu'il avait assez payé pour ses fautes. Elle avait semé en lui l'espoir d'une vie meilleure au sud. Rollon lui avait résisté. Il craignait que ses vieux adversaires n'aient vent de son retour. Liutgarde lui avait alors montré son propre reflet dans une flaque et lui avait dit « Regarde-toi, qui pourrait te reconnaître? Quand tu es arrivé ici, peut-être avais-tu le visage d'un coupable. Depuis, les années et les privations t'ont changé. Les neiges éternelles t'ont lavé, l'hiver a grignoté ce qu'il y avait de mal en toi. À présent, il ne reste que le bon. Cesse de penser comme un prisonnier. Ton visage est celui d'un homme libre. » Rollon avait fini par céder. Liutgarde acheva de se préparer. Par-dessus sa chemise,
elle serra le bandeau de toile qui lui maintenait la poitrine. Le jour naissant filtrait à travers la fenêtre irrégulière de la roulotte. C'était un pâle matin d'hiver, une aube spectrale avec une lumière bistre, couleur de lait tourné. C'était à peine si Liutgarde y voyait assez. Seule l'habitude guidait ses gestes alors qu'elle s'habillait. En elle-même, les paroles de la fée continuaient de tourner en boucle. « Rollon est mon disciple ». Ces mots lui rongeaient la cervelle. « Il m'appartient ». La colère l'envahissait. Pire, elle se précisait. Cette fée semblait parfaitement connaître Rollon. Ce dernier lui devait une explication. Et Liutgarde était curieuse de l'entendre. Que lui cachait-il? Elle lui en voulait. D'autant que son attitude, dès ce début de journée, jetait de l'huile sur le feu. Rollon l'avait délaissé sans un mot. Sa moitié de couchette était vide, son oreiller glacé. Il l'avait abandonnée pour vadrouiller elle ne savait où. Qu'à cela ne tienne, où qu'il soit, elle le retrouverait. Résolue à faire toute la lumière sur cette histoire de vieille fée possessive, Liutgarde ouvrit la porte grinçante et sauta à sabots joints dans la terre battue. Au dehors, les roulottes de la caravane formaient un cercle. 8 était leur nombre. Liutgarde scruta les fenêtres de chacune dans l'espoir d'entrevoir la haute silhouette de Rollon. Elle commença par la grande grise au bois pelé, celle qui appartenait à Griche. L'art de la forge y résonnait parfois, les jurons souvent. Vint ensuite celle de Muse et de Diane, qui partageaient une maison ambulante, inquiétante, aux boiseries ornées de charmes en os. Son regard passa à une roulotte de Traviole, le nid d'amour déglingué de Pyrrhine et de Reynard, calme le jour, bruyant la nuit. Aucune trace de Rollon. Quant au chariot de Cerneau, impossible de voir à l'intérieur. Le vieux chroniqueur roulait à bord d'une demeure très originale. Son logis consistait en 2 coques de bateau, assemblées l'une sur l'autre, formant une étrange coquille de noix sur ses roues de bois. La roulotte la plus impressionnante demeurait celle dont Liutgarde venait de sortir. Rollon l'avait dénichée au cœur de la Silveraie, en ruine. Ses murs immaculés possédaient l'éclat de la neige. Partout où les caravaniers allaient, ce véhicule attirait l'attention. Les péons l'admiraient. Des bourgeois et des seigneurs proposaient de l'acquérir pour une coquette somme. Rollon les envoyait tous paître. Cet engin que tous disaient merveilleux, seul Liutgarde le redoutait. Ses murs et son toit étaient certes nacrés, mais cet éclat incomparable. Cet engin le devait à un matériau macabre. Chaque pièce était confectionnée à partir de fémurs emboîtés, de vertèbres polies, dont certaines avaient appartenu à des humains, elle en aurait juré. Liutgarde tourna autour des 3 dernières roulottes, lesquelles contenaient les vivres, le matériel et les marchandises qu'il vendait sur les marchés. Pas un signe de son amant. En revanche, elle reconnut 2 compagnons de route, agenouillés auprès d'un feu crépitant. Le plus âgé la héla. « Liutgarde, mon enfant, vous affichez une santé rayonnante !» Levant le nez de son livre abîmé, Cerneau la salua. Elle lui répondit par un sourire. Ce vieux chroniqueur l'amusait tant il était distrait. La preuve, c'était sa bure de moine. Par endroits, la toile brune était couverte de gribouillis. Lorsqu'il manquait de papier et qu'il craignait d'oublier, l'érudit usait de ses propres habits comme d'un pense-bête. Cela ne marchait pas toujours. Ce matin, par exemple, il avait omis d'ôter son bonnet de nuit qui lui pendait encore sur l'oreille. Elle s'apprêtait à le lui faire remarquer quand un croassement rauque la coupa. « Vous gourez, vieille branche !» déclara Griche. « Elle rayonne pas, la p'tiote, elle brûle de colère. Son sourire sonne faux et ses mirettes jettent des éclairs. Moi je dis qu'elle s'est levée du pied gauche. Avant la tombée du jour, elle va nous aboyer dessus pour sûr. Pauvre Rollon !»
Griche le forgeron passait son temps à lui chercher des poux. Il ferait mieux de se regarder, il portait toujours le même tablier de cuir à l'épreuve du feu. Des auréoles marron pourrissaient sous ses bras, et il osait la railler. Elle se défendit. C'est étonnant, Griche, que malgré toutes vos qualités, vous n'ayez jamais rencontré de dame pour partager votre roulotte. Je vis seule par choix, morveuse. C'est vrai, vous avez choisi d'être imbuvable. L'artisan bourru avait l'humeur changeante. Les hommes de la caravane vantaient la finesse de son travail, les femmes déploraient ses manières grossières. Dès qu'une dame libre croisait sa route, Griche tentait de la séduire avec balourdise. Le pauvre s'y prenait si mal qu'il s'en rendait ridicule. Avec les femmes déjà prises, c'était pire encore. Il se montrait hargneux, comme si la vue d'un jupon inaccessible le blessait et lui donnait l'envie de mordre. Grattant ses cheveux gris, Cernot offrit à Ludegarde de s'asseoir près de lui et de partager ses galettes d'avoine. Elle déclina son offre, elle se sentait barbouillée. Rollon avait disparu, c'était sa seule préoccupation. Où diable flânait-il? L'un de ses compagnons l'aurait-il aperçu? Griche lui répondit par une mauvaise blague. Cernot, serviable de nature, émit une hypothèse. Peut-être accompagne-t-il Muse et Diane. Peu avant l'aurore, nos deux chasseuses ont quitté le camp, avec leurs arcs et leurs flèches. Tout en martelant les fixations d'une selle qu'il fignolait, Griche bougonna. Aucune chance. Ces deux-là, quand elles partent toutes seules dans les fourrés, main dans la main, la croupe frémissante et les yeux coquins, on sent bien que les mâles sont pas les bienvenus. Cernot cligna des paupières sans bien saisir l'allusion. L'ancien était parfois naïf. Quant à Griche, sa remarque puait la frustration. Ludegarde s'impatienta. Elle doutait que l'historien ait raison. Rollon ne se passionnait guère pour la chasse. Aussi revint-elle à la charge, personne n'avait de meilleure suggestion. Vicieux, Griche voulut se débarrasser d'elle en l'envoyant sur une fausse piste. Il doit être avec Pirine et Reynard. Il parlait d'acheter un cheval à la ferme d'à côté, l'un de ces canassons qui servent au labour. Pirine voulait choisir la bête car elle a l'œil. Reynard voulait négocier le prix car il a la parlotte facile. Rollon a pu les accompagner parce que lui, il tient les cordons de la bourse. Ce fut au tour de Cernot de le contredire. J'ai entendu Pirine et Reynard en discuter. Ils ont changé d'avis. Ils pensent trouver meilleur choix lorsque nous aurons rejoint le prenant et son marché. T'es sûr? Pourquoi personne me dit jamais rien? Alors à quoi ça sert que je m'esquinte toute la nuit sur cette foutue selle? De colère, Griche faillit jeter son marteau et son ouvrage par terre. Puis il se ravisa. Il ne cognait jamais son matériel. En fait, il le traitait mieux qu'il ne traitait les gens. Ludegarde sentit sa colère tiédir. Nul n'avait vu son amant. Et s'il lui était arrivé malheur, existait-il un lien entre le cauchemar de cette nuit et sa disparition? Elle voulait des réponses. Elle pria Cernot de la suivre, à l'écart du feu et des vilaines oreilles de Griche. Elle lui confia ses craintes. L'érudition du chroniqueur faisait autorité, surtout en matière de fées. C'était afin d'étudier les ruines de leur civilisation qu'il avait voyagé à leur côté en Silverey. Il n'existait pas un vestige, pas une trace du petit peuple que Cernot n'ait reproduit dans ses chroniques. Lorsqu'il prétendait que la Silverey recelait les derniers vestiges du royaume d'hiver, tous le croyaient. À voix basse, elle lui révéla tout ou presque du contenu de ses rêves. Alors, qu'en pensait-il? Sa réponse confirma ses soupçons. Il est possible qu'une fée se soit adressée à vous, admit-il. Le petit peuple possédait la clé des songes. Communiqué par l'esprit, constituait pour eux un don aussi naturel que la parole. À ce sujet, les archives du Mégistère contiennent des témoignages vérifiés. Plus personne ne doute que les fées aient possédé cette capacité. En tant qu'analyste, Cernot excellait quand il s'agissait de démêler le mythe de l'histoire. D'ailleurs, ajouta-t-il d'un ton doctoral,
cette curieuse faculté posa problème durant la guerre des 5 trônes. Les fées espionnaient volontiers les rêves de nos généraux. Bien des batailles furent perdues parce qu'elles perçaient à jour leur stratégie. Ludegarde n'était pas d'humeur pour un cours d'histoire militaire. Elle posa les questions qui la tourmentaient depuis son réveil. Une fée peut-elle tomber amoureuse d'un mage? Un mage peut-il répondre à ses avances? L'érudit tira sur sa maigre barbiche. Exceptionnellement, dit-il, un récit est parvenu jusqu'à nous. Avant d'en dévoiler davantage toutefois, je vous invite à la prudence. C'est un sujet sensible. J'ai moi-même été menacée, y compris physiquement, pour m'y être intéressée. C'est un épisode peu glorieux que le Mégistère voudrait effacer des livres d'histoire. Au cours de la guerre, un mage, le plus puissant, est passé à l'ennemi. À ce propos, je pourrais vous conter l'anecdote de « Merci, maître Cerneau. Grâce à vous, j'en sais assez pour l'instant. » D'un coup, Ludegarde eut très faim. La colère lui causait des fringales. De plus, il n'était jamais bon de se disputer le ventre vide. Aussi retourna-t-elle auprès du feu. Elle prit une écuelle et se servit 3 galettes épaisses qu'elle attaqua sans chichi. « Ah !» triompha Griche. « J'en connais une qui montre enfin les crocs !»« Me chute quand même !» dit-elle la bouche pleine. « T'as crève les yeux, pauvre Rollon. Et que de tracas dans la vie de couple. Ah, par ma barbe, je suis pas fâchée d'être seule, on est bien moins emmerdé. »« Votre joie de vivre, Griche, ne fait aucun doute, » ironisa maître Cerneau. Soudain, ce dernier referma son ouvrage avec l'air perplexe de qui viendrait de se remémorer un détail plutôt important. C'était Moitié d'âme, lu par Elsa Devet.